Bonjour à toutes et tous, ben voilà, on se retrouve pour le 6e épisode de Décryptage. On est déjà au 6e, ça file à une vitesse hallucinante. On a eu évidemment un petit moment de pause avec l'été et il s'est passé plein de choses pendant cet été, dont la saga de l'été. La saga de l'été, c'est Georges-Louis Boucher qui hurle sur des journalistes pour des problèmes qu'il a lui-même créés et qui par ailleurs sont réellement problématiques et qu'il essaye de noyer. On va essayer de décortiquer tout ça, mais il y a effectivement, et vous l'avez j'imagine toutes et tous entendu, ce vocal entre lui et une journaliste de la RTBF sur laquelle il hurle de manière absolument scandaleuse, qui me paraissait être important de revenir. Et puis on va traiter d'autres questions. Ce sera aussi la première fois qu'on va aller traiter une émission néerlandophone de Afspraak, qu'on traitera à la fin du décryptage, mais qui était très intéressante aussi parce que là, Boucher, il développe une rhétorique complètement libertarienne, où en fait, il continue son virage à droite toute du mouvement réformateur. On voit bien que c'est en train de craqueler pour l'instant à l'intérieur du mouvement réformateur. Il y a de plus en plus de mobilisation, mais pour l'instant, il est toujours en place et il continue son virage de plus en plus à droite à la fois sur les questions identitaires, avec des discours de plus en plus racistes, mais aussi de plus en plus à droite sur l'économie, et ce sera le cas avec ce discours libertarien sur les finances de l'État. Alors, à tout de suite et on va regarder ça ensemble. J'ai toujours aimé le métier de journaliste. Que vous respectez ? Mais que je respecte énormément parce qu'ils sont essentiels à la démocratie. Mais il y a deux choses. C'est que la première chose, quand on est journaliste, on doit faire attention aux faits. Parce que j'ai entendu votre confrère ici qui parlait de rectification dans les articles. Oui. Non, quand il y a un fait qui concerne un de mes collaborateurs, ça ne me concerne pas moi directement. Ce n'est pas moi qui ai commis l'acte. Par exemple, ça, c'est pas une précision. C'est simplement des faits qui ne sont pas exacts. Oui. Et le deuxième élément, c'est que malheureusement, il y a quelques journalistes aujourd'hui qui confondent leur rôle avec celui de militant. Et d'ailleurs, le journaliste... Mais donc ça, c'est particulièrement grave, parce qu'en fait, on est typiquement dans la rhétorique trumpiste. Ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment quelque chose qui circule énormément, qu'on a beaucoup entendu chez Trump dans les attaques contre CNN, par exemple, qu'on voit aussi en France, c'est de dire, en fait, les journalistes sont militants et ils sont contre la droite. D'abord, je rappellerai, et je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est hallucinant, cette posture victimaire, en fait, elle est complètement déraisonnable. Aujourd'hui, on a une libération de la parole de droite, une libération de la parole raciste, partout et toutes parts, et donc venir continuer à se positionner chaque fois dans une position victimaire, d'être face à des méchants journalistes de gauche, il ne le dit pas, mais c'est précisément ça qu'il veut dire, c'est en fait complètement absurde, et c'est factuellement faux. Je peux vous assurer que moi, je suis beaucoup plus confronté aujourd'hui à des journalistes qui essayent de nous ramener à des discours de droite que l'inverse. Mais surtout quand il dit, moi je respecte les journalistes. Mais qui respecte-t-on quand on leur hurle dessus au téléphone ? Personne. Et moi, je crois que le bourgmestre et maire qui s'était exprimé dans cette séquence, il a tout à fait raison. Il a dit, en fait, l'enjeu, c'est pas de savoir si on a crié ou pas crié sur une journaliste, c'est juste qu'on ne parle pas comme ça aux gens. Et toute la rhétorique que le MR a mis en place depuis ce débat, c'est d'essayer, en fait, de noyer le poisson. On noie le poisson du fond et de la forme par rapport à des éléments, dire oui mais c'est pas exactement ma voiture et ainsi de suite. C'est une voiture qui appartient au mouvement réformateur que le chauffeur de Georges-Louis Boucher utilise pour aller chercher Georges-Louis Boucher. Autrement dit, c'est une voiture qui est nécessaire au déplacement de Georges-Louis Boucher. C'est sa bagnole ou c'est pas sa bagnole, en fait, on s'en fout. C'est pas ça la question. Le problème, c'est qu'il y a ici littéralement un acte à la fois illégal et immoral qui est positionné. Et c'est pour ça qu'il essaie de le faire oublier. C'est évidemment dans l'idée qu'il veut renvoyer de l'exemplarité quelque chose d'absolument indéfendable. Et donc, il essaye de faire un pare-feu, comme toujours, et on en a déjà discuté dans plein de ces décryptages. C'est sa technique, toujours et tout le temps, faire des pare-feux pour pas parler des choses qui l'embêtent. Question un peu cash, est-ce que vous seriez aussi hostile aux Palestiniens si ce n'étaient pas des Arabes ? D'abord, je voudrais dire que cette question, elle est incroyable. Parce que, bien sûr, elle est osée, mais il faut oser la poser. Parce que, fondamentalement, elle pose une question qui est celle du racisme. Est-ce qu'aujourd'hui, en gros, vous êtes ou vous n'êtes pas dans une posture où vous choisissez des combats sur base de la race, de l'ethnicité ou de la religion des personnes que vous voulez défendre ou pas défendre ? Et la réponse de Georges-Louis Boucher, elle va être formidable par rapport à ça, parce qu'en fait, elle va donner profondément raison à la question, mais le mérite et la nécessité d'avoir été posée, parce qu'elle va éclairer énormément de choses, et on va regarder ça ensemble. Mais c'est profondément scandaleux. Je vous pose la question. Oui, mais je dis quand même que votre question est scandaleuse. C'est ma réponse. Ça n'a strictement rien à voir. Il n'y a aucune animosité à l'égard des Palestiniens. Il y a par contre... Vous ne flattez pas un électorat qui serait quelque part anti-arabe. Ah, écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a aujourd'hui en Belgique, il doit y avoir entre 30 et 40 000 juifs. Il y a plus de 600 000 musulmans. Donc si j'avais fait un calcul électoral... Et donc ça, c'est l'autre aspect complètement scandaleux. Pourquoi ? Parce que ce qu'il est en train de faire, d'abord, c'est quoi ? C'est faire de l'assignation identitaire. Il dit, les Juifs seraient automatiquement pour Israël, les musulmans seraient automatiquement pour les Palestiniens. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Or, d'abord, on sait que c'est absolument pas vrai. Il y a énormément de membres de la communauté juive bruxelloise et belge qui sont opposés aux mesures que prennent Netanyahou aujourd'hui. Donc son discours est complètement n'importe nawak. Mais c'est aussi vrai dans la communauté musulmane. C'est évidemment normal que tout un ensemble de personnes originaires d'Afrique du Nord ou plus
plus largement de la communauté musulmane, arabo-musulmane dans son ensemble, et plus de liens directement, que ce soit d'empathie ou de liens même familiaux ou historiques avec un certain nombre de Palestiniens, mais rien ne les oblige à devoir choisir la cause palestinienne. D'ailleurs, il y a plein de contre-exemples de ça, de membres aujourd'hui de la communauté arabo-musulmane qui ne sont pas du tout dans ce discours-là. Donc d'abord, ici, ce qu'il est en train de faire, c'est de l'assignation identitaire. Et l'assignation identitaire, c'est la première base du racisme. Mais surtout, en faisant ça, il est en train d'éluder la question. La question qui est posée par Martin Buxan, c'est pas de savoir s'il est pour ou contre les Juifs ou pour ou contre les Palestiniens, qui est d'ailleurs pas du tout la question de la guerre à Gaza, mais c'est un autre sujet. Mais la question, c'est de savoir s'il est en train de flatter des relents racistes. C'est ça le fond de la question. C'est est-ce qu'il est en train, en faisant ça, en fait, de surfer sur des questions islamophobes. C'est en fait de savoir pour combien de pourcents de la population, aujourd'hui, des discours à relents racistes fonctionnent. C'est ça la question. Et il est de nouveau en train de mettre un espace d'écran de fumée pour ne pas du tout répondre à la question et pour complètement dériver sur un autre sujet qui l'arrange beaucoup mieux. C'est fondamentalement scandaleux, mais surtout, je pense que ça donne la réponse à la question. Et si on va un pas plus loin, je rappelle que cet été, Alain Gerlache, par exemple, dont on ne peut pas vraiment dire que c'est une obédience socialiste, il a été le porte-parole de Guy Verhofstadt à l'époque et il a toujours été plutôt considéré comme libéral, a dit dans un article qu'il estimait à son égard que Georges-Louis Boucher était d'extrême droite. Je pense que les barrières sont en train de tomber et on est en train de voir les choses qui sont en train de tomber. Aujourd'hui, Georges-Louis Boucher, clairement, de plus en plus d'études le confirment, de plus en plus de langues se délient aussi à l'intérieur du MR. Il est en train de prendre des postures qui sont liées effectivement à des idéologies, à des postures, à des idées d'extrême droite. On voit de plus en plus qu'il reprend directement, mot à mot, des propositions du Rassemblement national ou d'Éric Ciotti, par exemple, en France. Et ça alimente évidemment toute une posture, et c'est ça que Martin Buxan a essayé de démasquer ici, et indirectement, sans avoir eu la réponse à sa question, je pense qu'il l'a démasqué. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur les demandeurs d'asile ? Vous voulez des mesures plus fortes contre certains demandeurs d'asile, mais on a déjà durci ces mesures. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus contre ceux qui arrivent illégalement ou qui demandent asile? Il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, il y a 150 000 personnes en situation irrégulière dans notre pays qui sont dans la nature. Ouais. Nous avons dans nos prisons 43% des détenus qui sont non belges. C'est scandaleux. Il est en train ici, dans la pure rhétorique d'extrême droite, de faire un lien avec l'insécurité et l'immigration. C'est la base de toute la rhétorique d'extrême droite et c'est profondément scandaleux. Il ne l'a pas dit ici, il dit juste des non-belges. Mais fondamentalement, ce qu'il est en train de faire, c'est le lien entre les deux. Or, toutes les études démontrent qu'il n'y a pas de lien. Le lien sur la question, en moment de pourquoi est-ce que les gens commettent un acte, n'a rien à voir avec leurs origines, mais à voir avec leurs conditions socio-économiques. C'est parce qu'on est dans le besoin, à un moment qu'on commet, même si c'est injustifiable, mais qu'on commet des vols parce qu'on ne s'est pas bouffé à la fin du mois ou qu'on ne s'est pas bouffé à la fin de la journée. Et le lien qu'il est en train de créer pour ça est vraiment et fondamentalement honteux. Par ailleurs, la situation évidemment de tout un ensemble de personnes sur le territoire belge sans papier est scandaleuse. Mais la réalité, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation-là? Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, l'Office des étrangers a durci, et singulièrement le gouvernement ici à Arizona, ça avait déjà commencé, je le rappelle, sous le gouvernement Emer-NVA il y a quelques années. Et je rappelle d'ailleurs que la NVA avait fait tomber le gouvernement sur le pacte de Marrakech qui voulait essayer un petit peu de clarifier un certain nombre de choses. Mais plus on va rendre les conditions resserrées, plus on va rendre impossible en fait la reconnaissance d'un statut qui est consacré par la Convention de Genève, celui de réfugié, parce que là aussi, il va créer de la confusion entre la question d'immigration et la question des réfugiés. Les réfugiés, c'est un droit international reconnu. Si vous venez d'une zone qui répond à tel type de critères, vous avez le statut de réfugié. Et pourtant, on applique des critères de plus en plus durs et de plus en plus restrictifs à cette interprétation. Ça veut dire effectivement qu'il y a des gens qui se retrouvent sans papier sur le territoire. Ça, c'est la conséquence de cette politique. La Belgique est surendettée. Vous aviez promis à vos électeurs une réforme fiscale. Franchement, est-ce que c'est responsable de faire une réforme fiscale qui va coûter de l'argent alors que les caisses de l'État, elles sont vides? Je vais être clair avec vous. Il n'y a plus un bal. Je vais être clair avec vous. Ouais. Quand certains veulent faire tomber des gouvernements sur des questions internationales où on n'a pas prise... sur Gaza. Donc ce qu'il dit quand même, c'est que s'assurer du respect du droit international, c'est quelque chose d'accessoire. S'assurer que la Belgique soit un État qui respecte le droit international, c'est illusoire, c'est pas essentiel, c'est accessoire. Il faut quand même se rendre compte de la rhétorique qui est développée. C'est absolument hallucinant. Je pense qu'il n'y a rien, en vérité, il n'y a rien de plus impressionnant que de dire que sur des questions de principe de droit international, on n'est plus en accord. Évidemment qu'il a tout intérêt à faire l'inverse, puisque c'est lui qui est en train de foutre le bordel au gouvernement fédéral sur cette question. Et par ailleurs, je rappelle juste, petite anecdote, la dernière fois qu'un parti a fait tomber un gouvernement sur des questions comme ça, c'était sur le pacte de Marrakech, et c'est la NVA pendant le gouvernement Emer-NVA. Juste comme ça, petit rappel.
On a été élus pour s'occuper des Belges. On a été élu pour s'occuper des Belges. Mais on n'a pas été élu pour s'occuper des Belges. On a été élu pour s'occuper de la Belgique et des personnes qui vivent en Belgique. Et dans les personnes qui vivent en Belgique, il y a énormément de Belges, mais il y a aussi plein d'autres personnes. Il y a plein de Français, c'est le cas à Bruxelles, d'Allemands, d'Italiens, par exemple. Et il y a plein d'autres personnes qui viennent. Mais quand il dit des Belges, qu'est-ce qu'il pense qu'il renvoie? Des Blancs. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire on est là pour s'occuper des Blancs. Et c'est fondamentalement un discours, à nouveau, qui est complètement emprunté au Rassemblement national, à Éric Ciotti en France, un vrai discours d'extrême droite. Aujourd'hui, la grande majorité de la population qui vit en Belgique est belge. Elle est de nationalité belge. Alors la question, ça va être de savoir si M. Boucher veut savoir si quand on est grands-parents ou arrière-grands-parents, jusqu'où doit-on remonter pour être belge? Je rappelle que la dernière fois qu'on a posé cette question, ce n'était pas vraiment les heures les plus heureuses de l'histoire. Donc c'est fondamentalement scandaleux comme posture. Et non, on n'a pas uniquement voté pour ça, on a aussi voté pour savoir ce que la Belgique allait avoir comme politique des affaires étrangères. Je rappelle que même le MR avait dans son programme politique des enjeux sur la politique étrangère. Ça veut donc bien dire que ça fait partie intrinsèque du choix des électeurs. C'est aussi de positionner sur des questions qui sont liées à la politique étrangère. Et puis dernier petit détail comme ça, vous aurez vraiment tout le côté croustillant de, en fait, l'imposture de ce discours. Qui est le parti qui a déposé au Parlement bruxellois une résolution pour reconnaître le Sahara occidental, pour reconnaître l'autorité marocaine du Sahara occidental? Le mouvement réformateur. Venir donner des leçons sur oui, mais le droit international, c'est pas les Belges, hein, tout de suite. Alors qu'en fait, ils sont en train de faire du racolage politique électoral scandaleux à Bruxelles avec ce dépôt de résolution, c'est franchement se foutre de la gueule des gens. Et aujourd'hui, les Belges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'en fait, ils veulent être mieux récompensés pour leur travail, ce qui est tout à fait logique. Oui. Donc cette réforme fiscale, on doit l'accélérer. Ça consistera à une augmentation de salaire net qui peut aller de 150 € net à plus de 500 € par mois, parce qu'il n'y a pas que la réforme Non, mais ça, on a fiscale. tous compris, Il y a Jean-Louis également... Boucher, La réforme fiscale a été bloquée sous le gouvernement précédent par un seul parti, alors que tout le monde s'était accordé pour baisser les impôts sur le travail, par le MR1. Parce qu'évidemment, si on baisse les impôts sur le travail, ce que tout le monde souhaite, on est trop vite, trop taxé sur le travail en Belgique. Je l'ai déjà dit dans un autre décryptage, vous pouvez aller le relire, où j'en parle beaucoup plus longuement. Mais donc ça, c'est le problème. Mais si on fait ça, il faut aller chercher l'argent quelque part. Pourquoi? Pas par le plaisir d'aller chercher l'argent, mais parce que d'abord l'État a des missions essentielles qu'il faut pouvoir assurer, mais surtout parce qu'à côté des travailleurs, il y a des gens qui se goinfrent. Les rentiers. Les rentiers ne payent en Belgique quasiment pas d'impôts. Et de ça, le mouvement réformateur ne veut jamais parler. C'est pour ça qu'ils ont bloqué la réforme fiscale précédente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vont réussir à faire une réforme fiscale, je le crains. Mais cette réforme fiscale, elle va avoir juste comme impact de complètement définancer l'État. Et donc vous allez voir dans les semaines qui vont arriver, on va nous expliquer que les médicaments vont devoir coûter plus cher, qu'on va devoir faire la file plus longtemps à l'hôpital, qu'on aura moins de rendez-vous, que le ticket modérateur, c'est-à-dire ce qu'on paye auprès des médecins, va augmenter. Parce qu'en fait, l'État n'aura plus d'argent. Et ils en auront été responsables. Les Vous heures allez la supplémentaires. payer. La payer, c'est très simple. Il va falloir réduire certaines dépenses Mais de lesquels? l'État. On est à la corde dans plein de secteurs. Écoutez, Les soins de santé, les pensions, vous avez déjà réfléchi. Quand il dit baisser les dépenses de l'État, je vous rappelle que derrière l'État, il y a vous, il y a nous, il y a chacun d'entre nous. Quand on dit baisser les dépenses de l'État, en fait, on dit baisser la qualité et le niveau de service public. Est-ce que vous voulez que les hôpitaux fonctionnent moins bien? Est-ce que vous voulez que les écoles fonctionnent moins bien? Est-ce que vous voulez qu'on ait moins d'accompagnement, par exemple, à la recherche à l'emploi? Mais non, on en a besoin de plus. Et donc ça veut dire qu'on en a besoin aujourd'hui d'un État qui est plus financé pour ces missions-là essentielles. Et ça, complètement absent du discours de Georges Boucher. On a un personnel politique qui est beaucoup trop nombreux. C'est là que vous allez On a- chercher. Un personnel politique est beaucoup plus trop nombreux. Oui, on peut en discuter. Et c'est vrai, sans doute, on a trop de parlements dans ce pays. Mais c'est pas ça qui va régler la question des finances de l'État belge. Il faut arrêter avec cet imaginaire. Même si on supprime un parlement, et honnêtement, il y a un travail à faire, je suis tout à fait prêt à discuter de ça. Mais c'est pas ça qui va donner les bases. Il faut quand même bien se rendre compte que quand on parle du budget de l'État fédéral, on parle de centaines de milliards d'euros. Complètement déraisonnable par rapport à ce qu'il est en train de parler. Donc on n'est pas du tout à la bonne échelle. Bon, et alors, première dans ce petit décryptage, on va aller dans les médias flamands. Parce que c'est intéressant, d'abord parce que les Flamands ont des vraies super chouettes émissions politiques. Vous allez voir De Afspraak, qui est l'émission qu'on va traiter maintenant, et une incroyable émission politique. Si vous avez un peu de connaissances en néerlandais, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Moi, j'ai déjà eu l'occasion aussi d'y aller une fois ou deux. C'est une émission qui prend beaucoup de temps, donc c'est presque un peu plus d'une heure d'émission, donc on va juste regarder des petits morceaux. Mais c'est intéressant parce que Georges-Louis Boucher, d'abord, il y a deux choses. Il y va souvent, il ne parle que français,
toujours intéressant aussi, alors que les néerlandophones ont toujours, a priori, demandent que les personnes puissent parler néerlandais, donc ça fixe aussi le personnage. En fait, fondamentalement, il est comme il est, il en a rien à foutre, il vient s'imposer et il vient fonctionner. Pourquoi ça marche dans les médias néerlandophones? Parce que souvent, évidemment, il vient porter une posture très néolibérale, très de droite, et qui s'inscrit assez bien dans la dynamique néerlandophone. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement s'est mis en place aujourd'hui. La NVA et le MR, finalement, sont très opposés. La NVA a une vision très flamande, le MR, on ne sait plus très bien, mais a priori, il n'a pas une vision flamande, mais par contre, il s'accorde sur le socio-économique. Donc c'est aussi pour ça que ça se passe souvent très bien pour lui dans les médias flamands. Et ici, on va décrypter un moment assez intéressant, parce qu'on est vraiment dans du Trumpisme, j'ai presque envie de dire vraiment qu'on est même chez Javier Milei. Vous allez voir dans la posture, la manière dont il va parler des économies de l'État, franchement, on est quasiment dans une posture libertarienne. Si vous attendez d'avoir de l'argent pour baisser les impôts, en Belgique, vous n'allez jamais les baisser. Parce que cet État brûle tellement d'argent que... Cet État brûle tellement d'argent. Franchement, je vous invite à aller écouter les libertariens américains ou Javier Milei, je le disais en Argentine, ils disent la même chose. Le mec, il avait parlé d'une tronçonneuse, mais quand tu dis l'État brûle du cash, mais tu es quasiment en train de dire qu'il faut aller couper l'État à la tronçonneuse. Donc il est vraiment dans cette rhétorique très très dure, très libertarienne, très néolibérale, qui est par ailleurs complètement basée sur rien, sauf sur une idéologie très forte, c'est que les riches n'ont pas besoin de l'État pour vivre. Et donc, effectivement, on peut démanteler l'État parce que les rentiers, les banques, les grandes entreprises d'énergie, elles n'ont pas besoin d'État pour vivre. Mais vous, nous, toute la classe moyenne, si on n'a pas l'État, si on n'a pas les services publics, si on n'a pas des gens qui entretiennent des routes, si on n'a pas tout ça, en fait, on est en incapacité de pouvoir aller au travail, de pouvoir vivre, de pouvoir se scolariser. Et ça, c'est vraiment une posture qui est très, très forte et qui prend de plus en plus de place. Trump l'est aussi indirectement, quand on voit comment il a, par exemple, été coupé dans les administrations publiques fédérales en renvoyant du jour au lendemain des centaines de milliers de personnes. Honnêtement, en Belgique, je pense que s'il n'y avait pas le droit du travail qu'empêchait ça, à mon avis, Boucher, il voudrait la même chose. Et donc, vous aurez toujours besoin d'impôts. Okay. Donc, je pense que c'est le moment de vérité. Dus où on waar doit gaat faire, u besparen? Pour moi, on doit faire un nouveau testament. C'est-à-dire qu'on a l'accord de gouvernement qui ne doit pas changer, qui doit être mis en œuvre. Et on doit, en plus de l'accord de gouvernement, qui est l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament, qui est un accord de gouvernement. Petite incise, mais c'est quand même intéressant. Ancien Testament, Nouveau Testament, il est en train d'utiliser une rhétorique qui n'est pas anodine. C'est pas un hasard quand il dit ça. Et donc, il fait référence à des choses qui sont très fortes, qui sont très ancrées dans un certain nombre de notre population et dans lequel, aujourd'hui, Georges Boucher s'est toujours reconnu. C'est le mouvement catholique aujourd'hui qui est à l'avant-poste des rétrogrades sur les questions sociales. Et quand il utilise ces mots ici, c'est vraiment faire référence à ça. C'est flatter cet électorat-là. C'est pas du tout un hasard. Complémentaire, dans lequel il y a un nouvel exercice budgétaire à 20 milliards. Parce que la réalité... Het regeerakkoord is al achterhaald. Non, l'ancien accord reste, c'est un accord à 23 milliards. Il faut mettre en œuvre cet accord. Et le nouvel accord vient s'ajouter, et là, c'est un effort à 20 milliards. Ça, c'est la réalité. Voilà, revenons à nos moutons maintenant. Mais donc ici, qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer? Donc le gouvernement a fait un effort de 23 milliards, c'est considérable. Il y a tellement de zéros qu'on ne sait plus ce que ça veut dire, mais ça veut quand même dire, et on l'a vu ici, pour réussir à faire ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont diminué les pensions, ils n'ont pas du tout diminué l'impôt sur le travail, on est très très loin de ça. Ils ont diminué tout un ensemble d'aides, ils ont viré tout un ensemble de chômeurs qui avaient droit à des aides du chômage, et en fait sans rien régler au problème. Donc les personnes qui sont par exemple depuis 15 ans au chômage, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont juste aller au CPS, elles vont obtenir une aide du CPS. La vraie différence, c'est que ce n'est pas l'État fédéral qui le paye, ce sera votre région. Donc simplement, ce qu'il a fait ici, c'est un cadeau nationaliste flamand, puisque l'État fédéral a encore perdu des compétences, et surtout l'État fédéral va faire des économies sur le dos des régions. Donc ils ont déjà fait, pour faire 23 milliards, fait tout ça, et là il annonce qu'il veut faire quasiment le même montant d'économies supplémentaires de 20 milliards. Mais à aucun moment il va vous dire où il va le faire, ni comment il va le faire. Ben oui, parce qu'effectivement, faire des économies de 20 milliards supplémentaires, ça s'apparente aujourd'hui à de la folie complète. Vraiment, imaginez s'il doit faire 2 fois plus que tout ce qu'ils ont déjà annoncé. Imaginez à quoi va ressembler la société. Mais je vais vous dire une chose. Je ne pense pas... Deze regering doet 43 miljard in totaal. Mais écoutez, c'est la trajectoire budgétaire si on veut rentrer dans les clous. Exact. Il dit c'est la trajectoire budgétaire si on veut rentrer dans les clous. Ben oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, le gouvernement Arizona est le gouvernement qui est en train de le plus creuser le déficit de l'État belge en aussi peu de temps.
Hein, si tout se passe comme ça continue à se passer, effectivement, c'est nos calculs à nous, mais arriver à 46 milliards de déficit à la fin de la législature. Ça correspond plus ou moins au chiffre de Georges-Louis Boucher. Il dit, si on ne fait pas 20 milliards supplémentaires, donc 23 plus 20, ça fait 43 milliards on va être dans un déficit incontrôlable, on a les mêmes chiffres. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ce déficit? Ils font ce déficit pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont décidé, à côté des économies, de faire énormément de dépenses militaires supplémentaires. Hein. Donc ils se sont même donné cet objectif d'atteindre 5% des dépenses du PIB pour la défense, qui est complètement de la folie, dont on voit bien que même énormément de nations disent elles-mêmes c'est de la folie, il ne faut absolument pas tomber là-dessus. Mais surtout, en fait, toutes les mesures qu'ils sont en train de prendre en diminuant les revenus des gens va avoir un impact sur l'économie. Aujourd'hui, si vous gagnez moins d'argent, vous allez dépenser moins. C'est évident. Mais si vous dépensez moins, vous faites moins tourner la machine économique, il y a moins de TVA, il y a moins de revenus qui sont créés pour l'État. Donc en fait, ils sont en train aujourd'hui, avec toutes ces économies, de profondément appauvrir l'ensemble du système économique et donc de l'État en Belgique. C'est bien pour ça qu'il risque d'arriver à ces 46 milliards de déficit à la fin de la législature. Et donc il dit, oui, il faut faire 20 milliards supplémentaires. Non, M. Boucher, il y a une autre solution, c'est d'aller chercher l'argent là où il est. Et d'aller chercher l'argent dans le capital, dans les gens qui aujourd'hui vivent sans travailler, qui tous les mois attendent que l'argent tombe du ciel comme s'il poussait encore aux arbres. C'est là qu'il faut aller chercher l'argent aujourd'hui, et c'est ça dont le MR est impossible de penser. Et dans tout le débat, indépendamment de ce débat ici à De Hasprac, hier à la radio, par exemple, Boucher redisait « il n'y aura pas de nouveaux impôts ». Même la NVA a dit « ouh là là, mais quand même dans la déclaration politique, on a prévu quelques nouveaux impôts ». Même la NVA est en train de dire que faire 20 milliards d'économies supplémentaires, c'est de la folie. Et donc il est juste dans une posture libertarienne à l'excès, mais qui fonctionne aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, Javier Milei, Trump, c'est cette posture-là qu'il est en train d'alimenter, avec aucune réalité et avec des impacts d'une dangerosité pour l'État qui sont, je pense, complètement inimaginables. Bon, comme d'hab, je crois qu'on est un peu ad nauseum, vous et moi, de tous ces propos, mais ça démontre bien une seule chose, c'est que la stratégie de Georges-Louis Boucher, elle est toujours en marche. C'est un virage à droite, le plus en plus à droite, le plus en plus erré sur toutes les questions, à la fois sur les questions économiques, mais aussi sur les questions identitaires. Et il ne lâche pas sa ligne. Et plus exactement, je pense qu'il est en train même de la resserrer, d'être de plus en plus dur là-dessus. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au sein du MR, ça commence à craquer, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, que c'est en train de bouger. Moi, je pense qu'il faut continuer à décrypter ça, à expliquer ce qui se passe, que c'est pas anodin ce chemin, que ça s'intègre dans une dynamique européenne, mais mondiale, dans un vrai virage à droite. Je pense qu'on est vraiment dans des situations très très graves. Et pour ceux qui m'ont un peu suivi sur les réseaux sociaux, cet été, j'ai lu Stefan Zweig, un livre absolument remarquable, parce qu'il a vécu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il raconte tout ça, il raconte en fait comment est-ce qu'il a vu l'Europe se perdre moralement, tomber dans la fake news, et qui a été l'émergence de l'extrême droite. Et je crains qu'on soit en train de vivre des moments équivalents. Et Georges-Louis Boucher, en Belgique, c'en est un acteur principal. Donc je crois que ça valait la peine de le décrypter aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir, et puis au prochain épisode. Ciao, ciao.